stress, anxiété, mal-être, dépression. Dans quel monde vit-on aujourd'hui ? Non, sincèrement, je me pose vraiment la question. Parce que hier, je suis tombé sur une stat où j'ai vu qu'en 2018, la requête Google la plus recherchée dans le monde, c'est pas en France, c'est pas en Europe, c'est dans le monde, était le mot stress. Ou comportait le mot stress. Et il ne faut pas oublier qu'en 2018, on était avant le confinement. C'est devenu quoi depuis ? J'ai pas trouvé de nouvelles stats, mais c'est assez inquiétant. Tu ne penses pas ? Pour moi, ça me parle énormément parce que je suis un anxieux depuis que je suis petit. En tout cas, j'ai une tendance anxieuse. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. J'ai essayé de la sophrologie, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé énormément de choses, de trucs et astuces, de pratiques qui m'ont, soit dit en passant, énormément aidé et appris à mieux me connaître, à apprendre à mieux me calmer, à évoluer sous un niveau de maîtrise et de paix intérieure plus élevé que ce que je pouvais vraiment attendre avant. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est assez dingue, c'est que aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel on évolue, notre cerveau n'est pas câblé pour celui-ci. Notre cerveau n'est pas câblé pour vivre dans un monde où on se transforme de plus en plus en mi-homme, mi-machine. Ça va trop vite. On a besoin de calme, on a besoin de lenteur, on a besoin de profiter. Et surtout, on a besoin d'arrêter de penser H24, 7 jours sur 7. C'est impossible pour notre cerveau de penser tout le temps. Et ça, c'est peut-être ma plus grande prise de conscience des dernières années. C'est que tu auras beau utiliser tous les outils de la PNL, de la sophrologie, les outils de respiration, améliorer ton microbiote, tout ça joue sur le stress. C'est une certitude. Néanmoins, en faisant ça, en fait, tu essaies de trouver des leviers pour gérer ton stress, pour l'améliorer. Alors qu'il y a peut-être quelque chose de plus simple au final. Et cette chose, c'est peut-être simplement de le supprimer. Supprimer ton stress, supprimer cette anxiété. Et je te le dis tout de suite, c'est pas quelque chose que tu vas trouver sur Google. Parce que si tous les problèmes à nos maux, les solutions à nos maux et à nos problèmes étaient sur Google, mais on n'aurait plus de problèmes. On n'aurait plus de maux, on n'aurait plus de soucis. On serait en parfaite santé physique, en parfaite santé mentale et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est le cas ? Mais pas du tout. Pas du tout. On a ce réflexe, à chaque fois qu'on rencontre une situation tendax, dès qu'on rencontre un truc qui nous challenge dans notre vie, qui nous pousse un peu, qui nous stresse, qui nous crée de l'anxiété, voire de la dépression, on se tourne vers l'extérieur. On va aller chercher la réponse. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir la réponse à mon problème. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir une solution. Et cette personne, souvent, on pense que c'est Google, que ça va être sur une vidéo YouTube ou sur un podcast, des choses que je crée, bien sûr. Mais concernant notre calme, notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, mais en fait, ça ne se passe pas à l'extérieur. La réponse, elle est en nous. Elle se trouve à l'intérieur. Tu vois, comme je te le disais, je pense, c'est vraiment une idée personnelle, mais je pense que notre cerveau n'est pas adapté à l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est un peu flippant parce que notre environnement évolue encore plus vite. Là, on voit clairement avec l'arrivée de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles sur plein de sujets dont on ne parle pas d'ailleurs. ChatGPT est en train de couvrir toute la place, mais il y a énormément d'autres intelligences artificielles avec plein d'autres bénéfices qui sont en train d'arriver. Et on se focalise là-dessus et on voit que les choses vont de plus en plus vite. Et donc, on est constamment tourné vers nos smartphones, vers nos iPads, vers nos ordinateurs. On est constamment rivé les yeux derrière un écran à essayer de trouver des solutions à nos problèmes dans la technologie. Mais est-ce que la solution à nos problèmes, justement, elle n'est pas à côté de la technologie, loin des écrans et à l'intérieur de notre tête ? Tu vois, la première fois que j'ai fait appel à un coach, c'était il y a, je pense, 5 ou 6 ans. On avait travaillé avec des outils de la PNL que j'avais trouvé très intéressants. J'étais déjà formé à la PNL à cette époque-là, je m'y intéressais depuis des années, depuis que j'ai 16-17 ans. Et ça avait été utile. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'outil, la technique. Et ça a marché un temps. Et
à la limite, le résultat, on s'en fiche parce que ce que je veux partager, ce n'est pas ça. C'est plutôt une histoire personnelle. C'est de se dire que quand j'étais arrivé à ce rendez-vous, j'étais fier du fait que mon esprit aille à 1000 à l'heure. Parce que dans ma tête, plutôt dans la tête de mon ego, c'était un signe de ma grande intelligence. J'avais un melon énorme à l'époque. Et je me souviens que quand je suis arrivé voir ce coach, comme tous les coachs, il m'a fait parler. Et je partais dans tous les sens. J'allais très vite, je réfléchissais très vite, je m'auto-analysais, je m'en souviens comme si c'était hier. Et à la fin, il y a eu un gros blanc, il m'a regardé en me disant « Waouh, ça va hyper vite là-haut, tu t'arrêtes jamais ?» Et je me souviens le sourire débile que j'avais sur mon visage, sur ma face, qui pour moi en fait voulait dire « Ça y est, il y a enfin quelqu'un qui a reconnu mon intelligence ». C'était d'un ridicule quand j'y repense, c'était n'importe quoi. En fait, c'était ça le problème de mon anxiété. C'est que je n'arrêtais jamais de penser. Je ne créais jamais de sas, de moments dans ma journée où juste je laissais libre cours à mes pensées et j'arrêtais de me focaliser dessus. Car c'est un principe du coaching, alors pas de n'importe quel coaching, mais en tout cas de la manière dont moi je l'aborde, c'est que s'il y a deux choses que l'on doit absolument apprendre à maîtriser, qu'on ne nous apprend pas à maîtriser à l'école ni lors de nos études, ce sont nos émotions et le principe des pensées. Parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnent nos émotions, quel est leur rôle, et surtout qu'on ne peut absolument pas lutter contre elles, enfin si on peut lutter contre nos émotions, mais on perdra juste 100% du temps, et qu'à côté de ça, il y a aussi le principe de nos pensées, et de comprendre comment fonctionne ce principe de pensée, à quoi nous servent nos pensées, et surtout, comme les émotions, qu'à chaque fois qu'on essaie de lutter contre celles-ci, au final on les renforce, et on perd simplement 100% du temps, et ben on se rend compte que la vie est beaucoup plus cool. Quand on apprend à maîtriser ses émotions, ou plutôt à les appréhender d'une manière différente, d'une manière utile, et qu'on en fait de même avec nos pensées, c'est pas qu'on ressent moins d'émotions, c'est pas qu'on pense moins, c'est que simplement on se rend compte de l'impact que tout ça va avoir sur notre comportement, sur la manière dont on se représente le monde, et donc sur les décisions qu'on va prendre, sur les actions qu'on va mettre en place, et donc sur les résultats qu'on va avoir. Souvent, quand on veut des résultats différents, on a tendance à répéter les mêmes actions en les changeant un tout petit peu, en disant « Ah, c'était pas exactement ça, il faut que je modifie un peu mes actions. » Mais en fait, quand on regarde, si on veut changer les résultats, c'est pas les actions qu'il faut changer. On va avoir quelques résultats en le faisant, mais ils seront jamais à la hauteur de nos espérances, comme quand on veut gérer son anxiété, quand on veut améliorer son niveau de stress. On essaie de prendre des actions un peu différentes, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de remonter plus haut dans la chaîne de décision, ou plutôt dans la chaîne de cause à effet. C'est de travailler plutôt sur les comportements qui vont engendrer les décisions et les actions qu'on va prendre. Et encore plus intéressant, c'est passer avant ces comportements, et c'est travailler au niveau identitaire. Pendant longtemps, tu vois, je te dis que je me considérais comme quelqu'un de très intelligent, qui allait à 1000 à l'heure, qui réfléchissait beaucoup. J'étais un peu un poète ou un artiste incompris dans mon cerveau. C'était assez dingue, et je me rends compte qu'en fait, c'est le cas de pas mal de mes clients. Et c'est pas l'intelligence, en fait, n'est pas en question ici. Ce qui est en question, c'est la recherche de l'amour. On attend que les autres nous aiment. On désespère fondamentalement, au plus profond de nous-mêmes, que les gens nous valident et qu'ils nous aiment. Alors j'aurais aimé m'en rendre compte avant mes 34 ans. Enfin, j'ai 34, je vais avoir 35, mais j'ai dû m'en rendre compte quand j'avais 30 ou 33 ans. Et me rendre compte qu'en fait, ce besoin d'amour, il est là. Il jonche absolument toutes nos décisions, tous nos comportements. On veut que les autres nous reconnaissent comme intelligents parce qu'on a besoin de leur approuvement. On a besoin de leur aval. On a besoin de se sentir utile parce qu'on a envie que les autres nous reconnaissent comme étant utiles. On a envie de se sentir plutôt calme, sans anxiété, sans stress, sans dépression. Parce que ce sont dans ces états où on ressent de l'amour. Et tout ça, c'est une question de pensée. Tu vois, j'aime bien la métaphore suivante, c'est que, imagine-toi sur l'autoroute.
et tu roules à 200 à l'heure. Si tu mets un coup de volant, il y a tout qui pète. C'est inévitable. Tu rentres dans le mur, tu rentres dans les rambardes de sécurité, tu t'envoles sur un terre-plein central. Dans tous les cas, c'est pas terrible. Et à 200 à l'heure, même si tu te mets à freiner très 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 fort, tu vas mettre un moment avant de t'arrêter. Alors que quand tu roules à 20 ou 30 km/h ou 40 km/h, tu as bien plus le contrôle de ton véhicule. Tu consommes beaucoup moins d'énergie et au final, tu arriveras à destination dans de meilleures conditions. Dans cette métaphore, je mets de côté la vitesse, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais t'arrives plus vite si tu vas à 200 km/h. » Ouais, c'est vrai. Mais il peut t'arriver plein de bricoles. Il peut t'arriver un accident, tu peux être la cause d'un accident de quelqu'un d'autre, tu peux te faire arrêter par les policiers, tu peux te faire retirer ton permis, ce qui fera que tu n'auras plus de voiture pendant 6 mois. Donc si tu roules à 200 km/h, effectivement, peut-être que tu arriveras plus vite à atteindre tes objectifs, mais il y a quand même beaucoup de risques sous-jacents au milieu. Notamment celui que si tu te fais retirer ton permis, c'est-à-dire ton énergie, peut-être qu'à force d'aller tout le temps très vite, et d'aller tout le temps très fort, et d'avoir tout le temps le pied sur la pédale de gaz à fond, peut-être que pendant 6 mois, tu ne pourras plus rien faire. Ouais, tu seras arrivé vite à ta première destination, ton objectif, mais pendant 6 mois, tu seras cramé, tu ne pourras plus rien faire. Est-ce que c'est ce qu'on attend de la vie ? Moi, je me rends compte qu'au final, je préfère aller lentement maintenant. J'ai toujours été quelqu'un de speed. J'ai du mal à boire du café parce que ça me rend extrêmement nerveux, parce que j'ai déjà beaucoup d'énergie naturellement, et que je le prenais pour compenser la fatigue par exemple, mais que tout ça me rendait anxieux, nerveux, et que c'était pas bon pour moi, et que c'est pas des états dans lesquels je m'épanouis, c'est pas des états dans lesquels je me sens bien, c'est pas les états dans lesquels je suis bon par exemple avec ma famille, avec mes amis. Et là on arrive au niveau identitaire, parce que ça m'a défini pendant des années. Où ma mère m'a toujours dit « Mais Quentin, c'est quelqu'un de très speed. » Oui, pourquoi ? Parce que j'attendais l'amour des autres. Parce qu'on m'avait défini comme quelqu'un d'hyperactif, comme quelqu'un qui ne s'arrête jamais, comme quelqu'un qui a toujours de l'énergie, comme quelqu'un qui est un très bon sportif, comme quelqu'un qui a de l'énergie à revendre et qui est tout le temps en train de bouger, et qui arrivera avec la force des choses à atteindre tous ses objectifs. Ça a été mon identité pendant des années. Jusqu'à ce qu'elle me desserve. Que je me rende compte que j'ai une tendance à la dépression assez facile, parce que je suis tout le temps en fait sur le fil du rasoir, après avoir vécu 2 burn-out. Et à un moment, tu regardes les choses un peu différemment. Et tu te rends compte que j'adore la méditation, j'adore la PNL, j'adore énormément de choses, j'adore tout ce qui est le breathwork, donc le travail respiratoire. J'aime énormément de choses. Mais ça a toujours été pour moi des pansements. Et je me rends compte que pour mes clients, ce sont des pansements. Ça apporte du confort à un instant T, ça t'apprend à intégrer des outils lorsque tu as un pic de stress, quand tu as un pic d'anxiété. Mais ça ne l'éradique jamais. Pour l'éradiquer, il faut plutôt aller au niveau de la pensée. Comprendre que tes pensées, au final, ne sont que des pensées. Elles ne sont pas vraies. Elles ne te définissent pas. Et elles sortent, a priori, selon les dernières recherches, de nulle part. On en a 60 000 par jour. Elles sont juste là. C'est pas parce que tu penses quelque chose d'horrible que c'est vrai. Par contre, si tu t'attaches à une pensée horrible ou stressante ou anxiogène, ou en tout cas qui ne t'apporte pas d'énergie, qui te tire vers le bas, là tu la rends réelle. Et là tu commences à être stressé, tu commences à être anxieux. Donc tu vois, c'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. Un message sur lequel, ok, tu peux travailler sur plein de leviers au niveau du stress et de l'anxiété, et il y a plein de choses que je continue à inculquer à mes clients au cas où, en attendant qu'ils commencent à prendre ce virage de l'identité, à comprendre qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir en eux que ce qu'ils ne pensent, qu'ils n'ont pas à être en réaction à tout ce qui leur arrive à l'extérieur, mais qu'en se retournant vers l'intérieur et qu'en prenant le temps, en ralentissant, leur vie sera au final beaucoup plus belle. Alors moi, c'est Quentin Villard, je suis coach, j'accompagne des entrepreneurs sur toutes les thématiques de l'anxiété, du stress, mais aussi de la performance en général, car mon but, c'est de les faire évoluer dans un cadre bien plus positif, de les faire entrer en flow avec la vie en général, pour qu'ils puissent atteindre en fait la vie qu'ils veulent et qu'ils puissent créer la vie qu'ils veulent, aussi bien à titre personnel que professionnel. Parce que oui, ça c'est, je pense, ma conviction la plus centrale, c'est que du moment où on arrive à bien travailler sur sa vie personnelle et à régler nos problèmes internes,
et à s'organiser internement différemment, et ben notre vie professionnelle en récolte tous les fruits. Parce que souvent, nos problèmes personnels sont majoritairement, impactent majoritairement nos problèmes personnels. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'aura été utile, que ça te parle. Si jamais tu veux rentrer en contact avec moi, tu as les liens en description. Tu peux me contacter directement sur LinkedIn ou sur Instagram sinon. Je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et je te dis à la semaine prochaine. Peut-être que j'en retournerai un d'ici là, je ne sais pas encore. Allez, en tout cas, je te dis à très vite. Ciao!